Bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Bassirou Diomaye Faye est donné largement en tête de l'élection présidentielle dès le premier tour. Les résultats officiels sont toujours attendus au Sénégal, mais une tendance se dégage en faveur du candidat de l'opposition. De son côté, Amadou Ba, le candidat du pouvoir, reconnaît sa défaite face au bras droit d'Ousmane Sonko. Un exode massif et toujours pas d'issue en perspective après près d'un an de guerre au Soudan. Les habitants continuent de fuir les violences des combats vers les pays voisins comme le Tchad, mais leur prise en charge se fait difficilement en raison de l'insuffisance de l'aide humanitaire d'urgence. Le chômage au Maroc, un fléau qui touche l'ensemble de la population, mais particulièrement les femmes qui sont plus exposées que les hommes. Gros plan à suivre dans cette édition. D'après les résultats préliminaires, Bassirou Diomaye Faye, candidat de l'opposition, arrive largement devant Amadou Ba, le candidat du parti au pouvoir. Ces dernières heures, l'enjeu était de savoir s'il parviendra à obtenir la majorité absolue dès le premier tour. Eh bien, cela semble acté car Amadou Ba l'a appelé pour le féliciter. Il a ce lundi reconnu officiellement sa défaite face à Bassirou Diomaye Faye, 44 ans. Il s'apprête à devenir le plus jeune président du Sénégal. Samantha Saberou, Saboubanka. Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, que les tendances actuelles placent deuxième à la course à l'élection présidentielle de 2024, a appelé ce lundi 25 mars Bassirou Diomaye Faye de la coalition Diomaye Président pour le féliciter de son succès à cette élection. En attendant les résultats officiels, Bassirou Diomaye Faye est crédité de plus de la majorité des voix selon les tendances publiées par les divers médias locaux. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. En républicain et fidèle au respect des institutions, l'ancien Premier ministre et candidat de la mouvance présidentielle a publié un communiqué dans lequel il a rappelé que le scrutin a été transparent, sans chaos, comme certains le prédisaient. L'ex-chef du gouvernement, les candidats et les électeurs ont servi au peuple une fois de plus, un bel exemple de la maturité démocratique du Sénégal. Organisé dans des conditions inédites, et au travers 1001 difficultés, la présidentielle de ce 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des mieux organisées, des plus transparentes, des plus paisibles et des plus sincères. Par ce comportement, le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie. Des centres urbains au plus profond de nos campagnes et dans la diaspora, les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. L'élection présidentielle organisée dimanche 24 mars 2024 au Sénégal et à l'étranger s'est tenue dans le calme et la paix sous la supervision de la Commission électorale nationale autonome Sénat et de nombreux observateurs électoraux nationaux et internationaux. Les résultats officiels sont attendus au courant de la semaine. Le chef de l'État sortant, Macky Sall, a aussi félicité, je cite, le vainqueur Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant. Réaction publiée sur le réseau social X. Le Tchad, pour sa part, en est au début du processus électoral avec la validation des candidatures en vue de l'élection présidentielle prévue le 6 mai prochain. Et finalement, ce sont 10 candidatures qui ont été retenues par le Conseil constitutionnel. Sur les 20 candidatures soumises, 10 ont donc été rejetées par le Conseil constitutionnel qui les a jugées non conformes. On peut citer celles de deux opposants, Nassour Ibrahim Negui Koursami et Raki Ahmad Saleh. Et du côté des candidatures approuvées, il y a celle du président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno,
celle de son Premier ministre Succès Masra. La prochaine élection présidentielle devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel et la fin de la transition entamée en 2021 verra aussi la participation d'un ancien titulaire de la primature, Albert Paimi Padaké. Wakitama, une plateforme de l'opposition qui dénonce une mascarade destinée à perpétuer une dictature dynastique, appelle à boycotter le scrutin. Le Soudan en plein chaos. Raids aériens et tirs à l'artillerie lourde n'ont pas cessé depuis avril 2023, entraînant le départ de plus d'1 million de personnes depuis le début de la guerre. Ces personnes entrent en Égypte, en Éthiopie, au Soudan du Sud ou encore au Tchad, où se pose la question de leur prise en charge immédiate. Mais sur place, la situation humanitaire reste particulièrement préoccupante. Pauline Minka. La guerre au Soudan, qui dure depuis le 15 avril 2023 entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, ancien numéro 2 du pouvoir militaire, continue de faire ravage. Plusieurs hommes, femmes et enfants ont quitté leur foyer pour se réfugier au Tchad et se sont confrontés à la faim et à la déshydratation, car les denrées alimentaires ne sont pas suffisantes. On leur donne ici, vous voyez, on est en train de distribuer les tickets, les tokens. C'est pour juste que les choses soient un peu claires. Vous savez, ici, dans le bloc ici où nous distribuons, nous, on fait la distribution d'une façon un peu ciblée. Outre les dangers de la faim et de la déshydratation, la propagation des maladies s'est révélée mortelle. En effet, les civils manquent d'eau potable dans cette région du pays, ce qui favorise le développement des maladies hydriques. Selon l'ONG Médecins sans frontières, près de 1000 cas d'hépatite E ont été enregistrés, causant ainsi la mort de plusieurs femmes enceintes. Avec un accès limité à l'eau, il existe bien sûr de nombreuses maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée et d'autres maladies liées au fait de vivre dans des endroits surpeuplés et avec un accès limité aux installations sanitaires. Plus de 40 000 personnes survivent dans les camps de métiers. Ces camps de réfugiés risquent de manquer d'aide, aggravant une crise humanitaire provoquée par la guerre au Soudan selon les Nations Unies. Il était très attendu. Le procès sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo s'est ouvert ce lundi 25 mars au tribunal militaire de Yaoundé. Après un peu plus d'1 an d'instruction, ce sont 17 personnes qui sont dans le box des accusés. Sur la liste des prévenus, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga et Léopold Maxime Eko, ancien dirigeant de la DGRE, le service camerounais du renseignement. Tous doivent être jugés pour leur implication présumée dans le meurtre de Martinez Zogo, dont le corps mutilé avait été retrouvé le 22 janvier 2023 sur un terrain vague de la banlieue de Yaoundé. Le Congo-Brazzaville, dernier exportateur de gaz naturel liquéfié, grâce au récent lancement de la production de sa première cargaison dotée d'une capacité annuelle de plus de 4 milliards de mètres cubes, les autorités annoncent d'ores et déjà avoir acheminé un premier cargo vers l'Italie, pays à la recherche de nouvelles sources d'énergie. Amenedji. Le Congo-Brazzaville est devenu un pays exportateur de gaz naturel liquéfié le 19 mars 2024 suite au lancement de la production de la première cargaison. Ceci, un an après le lancement du projet Congo LNG par la société énergétique italienne Eni avec des partenaires locaux. Un pas en avant qui permet au Congo d'intégrer le groupe des pays exportateurs de cette ressource, ouvrant des opportunités de croissance économique tout en contribuant à l'équilibre énergétique mondial. Et c'est une très bonne chose parce que ça va devenir une manne pour le Congo-Brazzaville. Mais alors, la seule chose qu'il faut faire, c'est de ne pas commettre la même erreur qu'avec les produits pétroliers de base. Ça sous-entend qu'il faudrait bien que ce levier financier devienne un levier de transformation de l'économie, de la diversification. Et j'espère en passant que le Congo-Brazzaville en aura une stratégie. D'un investissement de 5 milliards de dollars, l'essentiel de la production est destiné à l'exportation et une partie, avant la liquéfaction, va dans la consommation locale et l'alimentation de la centrale électrique congolaise. Face au coût élevé du marché et à la demande croissante du gaz liée à la crise russo-ukrainienne, ce projet devrait générer des revenus supplémentaires au Congo. Sauf erreur de leur part ou de ma part, je crois que cet investissement est surfacturé. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre, lorsque
les produits pétroliers bruts de base commencent à baisser, que ce produit qui était torché devienne finalement un produit commerciable. Le projet d'exportation de gaz naturel liquéfié du Congo aura une capacité annuelle de 4,5 milliards de mètres cubes pour 600 000 tonnes. Ce gaz exploité devrait par ailleurs permettre au Congo de produire des engrais et de gagner des revenus allant jusqu'à 29 milliards de francs CFA, environ 44 millions d'euros en 2024. La courbe du chômage est toujours en pente ascendante au Maroc. Un chômage qui se situe à 13% d'après le dernier bilan du Haut Commissariat au Plan. Le taux d'activité accuse une baisse importante ces dernières années, une situation beaucoup plus prononcée en milieu rural. Et les femmes sont particulièrement frappées par ce fléau. Amenedji. Selon une étude du Haut Commissariat au Plan du Royaume marocain, la probabilité d'inactivité des femmes sur le marché du travail au Maroc est de 73%. Cette disparité serait plus marquée chez les femmes mariées et les jeunes femmes de 25 à 34 ans. L'étude met à cet effet en évidence l'impact significatif du contexte géographique et socio-économique sur la participation des femmes au marché du travail. La raison est simple, c'est que beaucoup de femmes marocaines ne sont pas instruites et habitent dans des endroits très éloignés. Les femmes se marient d'une manière précoce aussi au Maroc, comme dans beaucoup de pays africains. Et une fois mariées, elles ne cherchent plus à travailler, elles s'occupent du foyer. Et puis, les conditions sont difficiles pour elles. Avec un effectif de 11,2 millions de personnes, les femmes en dehors du marché du travail représentent 80,2% de la population féminine en âge de travailler, 81,7% en milieu urbain et 77,2% en milieu rural. Selon le HCP, parmi les 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, 15,4% exercent un emploi, 7,4% en sont à la recherche, pendant que 77,2% sont en dehors du marché du travail. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes au Maroc. On le sait. Donc il faudra une politique dynamique pour aider les femmes marocaines en leur octroyant des prêts et puis que le gouvernement fasse une politique justement à l'endroit des femmes. Parce qu'une fois justement ce potentiel libéré, on verra que le dynamisme de l'économie marocaine va s'en ressentir, va être encore plus forte. Parce que les femmes marocaines, comme le reste des femmes africaines, sont des femmes qui veulent travailler, qui sont dynamiques, mais qui n'ont pas de soutien de leur gouvernement respectif. Quant aux hommes, leur probabilité d'inactivité ne diminue que de 1,7%. Il existe plusieurs facteurs socioculturels qui limitent la participation des femmes à l'éducation et au marché du travail, notamment des normes traditionnelles ainsi que des obstacles juridiques ou économiques. Du sport avec la suite au Cameroun du championnat d'élite de basketball. La Kadji Sport Academy démontre une nouvelle fois sa suprématie. La sélection a signé une victoire supplémentaire hier dimanche face aux Alphes de Yaoundé lors de la phase allée du championnat. Reportage Christian Djimadeu. Victoire au bout du suspense pour Kadji Sport Académique de Douala sur Alphes de Yaoundé le 24 mars 2024 au collège de la Salle. Alphes, plus adroit, mène les 3 premiers cartons avant de se faire rattraper puis dévancer au dernier. Kadji Sport Academy arrache la victoire qui le maintient en tête du classement du championnat camerounais de basketball élite senior messieurs. Ça a été un match très difficile, très épuisant mentalement ou bien même physiquement, vous pouvez voir mon état. Je pense que c'est lié à l'état de fatigue. L'état de fatigue tout simplement parce qu'hier on a livré un très gros match contre une très belle équipe de Péas. Le match a été très difficile et on a joué contre une équipe très jeune, vraiment très jeune. Leur capacité de récupération est bien élevée comparée à la nôtre. Ça a été très difficile dans le terme de match et c'est ce qu'on a dit aux joueurs que ça devait être très difficile. Et que c'est peut-être au 4e quart-temps qu'on devait aller vraiment chercher cette victoire. KSA obtient sa 8e victoire de la saison en 10 matchs. Le club de la ville de Douala prend sa revanche sur une équipe d'Alphes de Yaoundé qu'il avait battue en phase allée du championnat sur le score de 67 à 60. Alphes, quant à lui, demeure au milieu du classement après la défaite face à KSA. Le club de la capitale politique présente un bilan de 5 victoires et 5 défaites en 10 matchs. On respecte tous les adversaires, mais face à tous les adversaires, on veut gagner. Regret pour le résultat sportif, mais pas de regret par rapport à l'attitude et à la copie rendue par les joueurs. Elle était très bonne et on va travailler pour revenir plus fort au prochain regroupement à Yaoundé. La 11e journée du championnat est prévue le 20 avril du côté de Yaoundé. Kadji Sport Academy et Alphes disposent de 3 semaines pour préparer la suite de la compétition, notamment à travers les matchs de la Coupe du Cameroun qui se déroulent simultanément. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.